Bonsoir les gens. On est super content d'être là aujourd'hui avec vous pour vous parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur et qui fait aussi partie de notre quotidien. On va vous parler d'inclusion, mais surtout d'exclusion par le numérique. En quoi le numérique, c'est pour tout le monde ou pas? Alors nous, c'est qui Donc salut, on est contente que vous soyez là ce soir. Moi, je suis Iris, je suis tombée dans la marmite du design il y a quelques années maintenant. Je suis une petite nerd du design. Mon kiff, c'est pas de faire des chaises, hein, c'est vraiment de savoir comment fonctionnent les choses et surtout comment elles fonctionnent pas pour pouvoir les améliorer pour les gens. Et du coup, moi, Cécile, alors certains me connaissent. Habituellement, je viens parler design system. C'est la troisième fois que je suis à Torrentech. Et surtout, j'ai mon chat, elle, qui me suit partout. Et on fait toutes les deux parties du coup d'Octo et de l'équipe design responsable d'Octo. Alors un petit fun fact pour bien commencer la conf. Est-ce que ça marche le micro? Parce que j'ai l'impression... Ouais, c'est bon, ça marche. Impec. Fun fact, enfin pas fun fact. D'après le dernier sondage de l'INSEE, on n'a qu'un tiers des Français qui se considèrent à l'aise avec le numérique. Le deuxième tiers, ils se dépatouillent. Clairement, c'est ma mère. Genre, il y a une mise à jour Windows, faut que je la fasse. Je sais pas. Je suis designer, je suis pas Windows d'ailleurs. Et le troisième tiers, celui qui nous embête le plus, un tiers des Français éloignés du numérique. Je ne sais pas utiliser Internet, je ne sais pas faire une démarche, je n'ai pas le matériel, je suis isolé du web. Pour donner une idée, en gros, c'est 240 fois tour, ce tiers. Ça fait pas mal de monde. Et ce qu'on va vous faire, aujourd'hui, on va vous emmener dans notre super pays qui s'appelle la déprimie. Parce qu'en fait, on ne va pas se mentir, il y a vraiment un truc qui est assez pourri dans le numérique aujourd'hui. Il y a plein de choses qui ne vont pas. Alors, on va juste mettre un petit disclaimer. On va partir du principe que les gens ne sont pas tous des honards, des gens horribles, et qu'ils ne font pas exprès. On ne va pas non plus parler des choses on va pas parler d'exclusion volontaire, on va pas parler non plus de dark pattern. On va partir du principe qu'on fait tous preuve de bonne foi, qu'on essaye de faire tous les choses correctement. Des fois, ça marche pas. Et la première chose, on va vous parler, le premier facteur d'exclusion, c'est tout ce qui est lié autour du handicap, des situations de handicap, et du coup, de l'accessibilité. Et on va surtout, ce qui est super important quand on parle de handicap, c'est qu'on va parler de situation de handicap, parce qu'en tant que personne, c'est vraiment la situation qui est handicap, c'est pas nous qui avons un problème, c'est vraiment la situation. Merde, je pensais que j'avais le temps de boire. Alors, définition du handicap d'après l'ONU. La notion de handicap, elle évolue. Il y a 30 ans, c'était pas exactement la même. Deuxième chose à retenir de cette définition de l'ONU, vous pouvez la trouver, hein, ça fait 10 milliards de pages sur leur site. Toute discrimination fondée sur le handicap est une négation de la dignité et de la valeur de la personne humaine. Bon, c'est l'ONU, ils ont des grands principes. Ça a été reconcrétisé en 2005 par le site de Légifrance, vous pouvez aller le lire, hein, si vous aimez Légifrance, moi j'aime pas, mais bon, c'est pas bon. Constitue un handicap. Et là, c'est une définition un peu plus concrète. Tout ce qui va être une altération de la capacité à faire quelque chose, qu'elle soit temporaire, permanente, circonstancielle, physique, cognitive, psychique. Et là, on rentre un peu plus dans le dur. Là, on a plus le côté vraiment éthique. Côté Légifrance, c'est vraiment un peu plus concret. On va rentrer un peu plus dans le dur. Pour la petite histoire, c'est 2005, cette loi, du coup, sur le handicap. On est en quoi, 2023. Alors concrètement, quand on va parler de situation de handicap, alors on a cette magnifique photo, comme vous pouvez voir, qui est totalement inclusive. Et donc la première personne qu'on va voir, on va dire handicapée, ça va être la première personne, c'est la personne qui est en fauteuil roulant au premier plan. Elle, dans l'usage d'outils numériques, donc l'usage d'un téléphone ou d'un ordinateur, elle ne présente pas d'handicap. Elle peut se servir de ses mains. Elle aura sans doute galéré pour venir ici, parce qu'il n'y aura pas de lampe d'accès, la porte sera pas assez large. On peut imaginer tout un tas de choses. Mais pour l'usage de l'ordinateur, là, ça va. Par contre, vous allez avoir en haut à droite donc mon sosie d'Hélène de Générès, qui n'est pas francophone, donc la langue française n'est pas sa langue native, un des deux. Et elle, du coup, pour comprendre le français, elle va être en situation de handicap. Elle va, par exemple, pour remplir un formulaire, pour comprendre des petites subtilités. Vous allez avoir le monsieur là-bas, qui est daltonien, comme statistiquement 8% des personnes dans la pièce. Il faut savoir que ça concerne 8%. Alors, ça concerne beaucoup de monde daltonisme. Et enfin, vous allez avoir ici, qui est une tendinite à la main.
Alors, utiliser une souris ou un clavier quand on a une tendinite à la main ou quand on a un doigt découpé, c'est compliqué. Et ce qui est aussi du coup important, c'est qu'on va avoir des situations de handicap qui vont être situationnelles. Elle, dans cette situation, elle n'est pas en situation de handicap dans l'usage d'outils numériques d'un ordinateur, mais également qui vont être temporaires. J'ose espérer que sa tendinite va passer, ou permanent, globalement reste daltonien. Et ce qui est super important quand on parle de handicap, c'est qu'il faut considérer qu'on considère que 80% des situations de handicap sont invisibles. Ce n'est pas marqué sur votre front. C'est aussi une donnée qui est personnelle. On ne va pas demander à quelqu'un « est-ce que tu es handicapé ?» On ne va pas vous demander dans la salle de lever le bras les personnes qui sont dyslexiques. Ça ne nous regarde pas. Mais statistiquement, ça concerne beaucoup de personnes. Ici, il y a 15% de dyslexiques, statistiquement. Sauf que vous ne le dites pas forcément dans votre vie quotidienne. Et déjà, il faut le diagnostiquer. Autre chiffre, 40% de la population est en situation de handicap, à peu près. Que ce soit temporaire ou permanent, en cumulé. 20% de la population en situation de handicap, alors 18 et des brouettes, permanente. Et si vous dites que vous n'avez jamais été en situation de handicap, alors ça c'est une photo que j'ai faite en 2019 dans la gare d'Osaka à Tokyo, je devais prendre un train. Alors j'ai loupé mon train, mais surtout j'ai pris le mauvais dans le mauvais sens. Puis il a fallu quelques temps pour m'en rendre compte. 2 heures. Autre situation. Un peu plus près de chez nous, notre collègue Andrea de chez Octo, qu'on salue, veut prendre le train et 30 banlieues et choisir un film pour ce soir. Il ouvre Prime Video. Il n'y a pas de réseau. Les images ne se chargent pas. Normal, il n'y a pas de réseau. C'est compliqué pour choisir un film. Il ouvre Netflix. Il y a des alternatives textuelles. C'est déjà beaucoup plus facile pour avoir accès à l'information. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça fait une grosse différence quand on doit choisir quelque chose. On ne juge pas les choix de films d'Andrea, il fait ce qu'il veut. Deuxième volet, on va parler d'inclusion, d'inclusivité. Et vous allez voir que ça se complique un petit peu. Alors déjà, la définition, le design en fait inclusif a pour but d'englober toutes les personnes ainsi que les caractéristiques qui les composent, que ce soit votre ethnie, votre origine, votre langue, vos cultures, le genre, l'identité, etc. Au total, vous allez avoir, parce que là on a une définition, mais c'est quelque chose qui est légiféré, parce que quand on parle d'inclusion, on parle de discrimination, il y a à peu près une 60aine de critères qui peuvent être qualifiés de discrimination. Ça va même votre situation professionnelle, si vous êtes un cadre, non-cadre, etc. Et ce qui dit que c'est légiféré, que discrimination dit potentiellement, pénalement, vous pouvez risquer des choses si vous n'êtes pas inclusif. Alors prenons un exemple de non-inclusivité qui peut être conçu comme un positionnement de marque. Admettons, j'ai ouvert le site d'une banque parce que je voulais ouvrir un compte en banque. Qu'est-ce que me dit l'image ? L'image me dit que j'ai les moyens d'habiter en bas de la Tour Eiffel. Premier échec. L'image me dit que je suis un couple à peu près blanc, qui se tient la main, hétérosexuel, monogame. Voilà. Ok, d'accord. Admettons. Non, toujours pas. Et puis, à la limite, un peu plus loin dans le site, l'image me dit « Hey, tu es entrepreneur, viens ouvrir un compte !» Je ne sais pas si vous m'avez vu, je ne me reconnais pas trop dans le cadre quadragénaire poivre et sel. Alors, encore une fois, ça peut être un positionnement de marque. C'est un choix de cette banque, parce que je pense qu'ils n'ont pas fait ces photos-là par hasard en mode « Hey, je passais dans la rue !» Non, c'est clairement la photo, elle est posée. Hein. Sauf qu'en faisant ce choix-là, il y a des gens qui ne s'identifieront pas à cette marque-là. Il y a des gens qui ne vont pas s'identifier à ce positionnement. Et c'était mentionné un peu plus tôt dans une conf. Si tu n'inclus pas des publics, si tu leur dis en véhiculant ce genre d'image ou dans ton copywriting ou dans ton site « Bonjour, tu n'es pas le bienvenu chez nous », la personne elle va à la concurrence. Donc tu perds potentiellement des clients, tu perds potentiellement des utilisateurs. Et on a des stats là-dessus, on ne va pas vous assommer. Il y a des gens de chez Google qui font des stats justement sur l'adhérence à une marque en fonction de l'inclusivité et de la représentativité. On a des chiffres qui sont assez intéressants à vous fournir. Ce sera dans les slides après. Il y a plein de liens, plein de trucs à lire. Et alors attention, ça va se compliquer, parce que là, on a parlé juste d'image de marque, mais on va ouvrir un sujet qu'on aime bien, c'est les formulaires. Parce que les formulaires, on en mange tous les jours. Pour accéder au Wi-Fi, vous avez ouvert un formulaire. Pour faire une démarche aux impôts, vous ouvrez un formulaire.
Pour poser une question à n'importe quel site, vous ouvrez un formulaire. On passe notre temps à remplir des formulaires et ça peut très très vite devenir très compliqué et pas du tout inclusif. Et du coup, on va vous raconter une histoire. Vous vous souvenez tous de lui. On parlait de Cédric O. Et Cédric O, il veut prendre le train. Et donc, on a voulu lui acheter un billet. Vous voyez venir, hein. C'était en décembre 2022, précise la date. Donc, on a le format du nom est incorrect. Alors, merci. Et déjà, on demande à Cédrico s'il a un monsieur ou une madame. Moi, je n'ai toujours pas compris pourquoi on me demandait mon genre pour acheter un billet de train. Enfin, je ne sais pas si c'est peut-être pour faire des répartitions dans les wagons. Voilà. Enfin, il y a peut-être un mystère ou un complot à la SNCF. Voilà. Et petite anecdote là-dessus, il y a des associations qui sont en procès contre la SNCF, justement pour leur dire, en fait, arrêtez de nous demander notre genre, ça ne vous concerne pas déjà, et on n'a pas besoin. Du coup, on s'est dit, bon, pas grave, on va aller, on ne peut pas lui acheter son billet de train à la SNCF, on va aller chez Trainline. Même problème. Où ils ont été un peu plus sympas, c'est qu'ils nous disent non caractères spéciaux exclus, donc les accents, sauf accent, doit contenir entre 2 et 50 caractères. Alors, au moins, je sais. Donc, je sais que Cédric O, qu'on lui achètera un billet tout à l'heure, peut-être que ça sera corrigé, même je ne crois pas trop, on pourra lui mettre Cédric OO. J'ai un nom composé avec un tiret. J'ai le même problème. J'ai pas de nom de famille. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des personnes qui n'ont pas de nom de famille. Pardon. Et là, c'est vraiment un souci. Alors, du coup, c'est une exclusion par le formulaire. Puis, on va aller encore un petit peu plus loin dans la déprime et parler d'exclusion technologique. La première qu'on s'est posé la question, qu'on parle d'exclusion technologique, on s'est dit les zones blanches, etc. Globalement, on se targue en France d'avoir 95 et presque 100% de couverture 3G, 4G en France. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, on a pris du coup Tours et aux alentours. Alentours. Pardon. Voilà. On a regardé la 4G, Bouygues et Free. Problématique, c'est que suivant votre opérateur, vous ne captez pas au même endroit. Mes parents habitent à 45 minutes au nord de Tours, dans le petit village de Trot, qui est trop mignon. Là-bas, vous ne captez pas Bouygues. Mon frère ne capte pas le téléphone. Où ça va être encore plus problématique, c'est qu'à côté, on va avoir une école qui est en zone totalement blanche. Donc, et où ça pose un souci, c'est que dans des endroits comme ça, généralement, vous n'allez pas aller quand vous êtes au fin fond de nulle part, entre 2 champs et 2 vaches. Vous n'avez pas de médiathèque pour aller vous connecter à Internet, pour faire notamment, par exemple, vos demandes par exemple, de CAF. Puis de toute façon, pour aller chercher la maison France Service, qui est du coup un truc d'État pour permettre aux gens éloignés du numérique de faire leur démarche, il faut aller sur Internet pour trouver l'adresse. Double échec. Donc vous créez une double exclusion, parce que vous empêchez les personnes d'avoir vraiment accès. Et souvent, c'est les personnes qui ont le plus besoin, qui galèrent le plus à avoir accès à l'information. On a tous vu ça. Aggravé encore plus par le fait qu'on a des sites, c'était le sujet de la keynote de ce matin, je vais la faire courte, qui sont de plus en plus gourmands et de plus en plus lourds à charger. Donc quand tu es déjà en edge, perché sur ta vache pour essayer de capter, et qu'en plus ça marche pas, et que en plus le site n'est pas responsive, parce que quand même les sites de démarche administrative, on n'y est pas encore, et que ça te charge 4000 animations, la pop-up de « Voulez-vous les cookies ? Voulez-vous que vous le casse ?» Et en attendant, tu n'as toujours pas accès à l'info. On a aujourd'hui des sites, des applis, des jeux qui sont de plus en plus gourmands, qui demandent de s'équiper de terminaux de plus en plus performants. Alors, au-delà du problème d'éco-conception que ça ouvre, et dans lequel on va être padigué parce que ça ferait une autre conférence à part entière, ça fait des gens qui n'arrivent pas à accéder au site, qui n'arrivent pas à ouvrir les applis, et qui donc laissent tomber. Bon, ça, vous avez compris, la conséquence, c'est depuis le début, c'est qu'on exclut des gens. Le problème, et c'est là où il y a un problème, et ça, c'est un aparté qu'on a envie de faire, c'est que je suppose que vous avez déjà été confronté à ce genre de sujet, genre « On va faire une appli !» Mais pourquoi tu veux faire une appli ? Parce que d'Instagram. Oui, mais toi,
pourquoi ? Mais parce que Instagram, ils font des trucs et machin. Mais à quoi elle sert ton appli ? Bah non, mais c'est parce que, tu vois, Instagram, c'est cool, tout le monde il a une appli dans son téléphone. Et là, tu sors les chiffres de l'App Store, je sais plus combien de pourcents, je crois qu'on est plus à plus de 80% d'applis téléchargées qui sont jamais utilisées. Et tu montres et tu fais, pourquoi ? Tu veux vraiment faire une appli ? Oui, il faut faire une appli. Ok. Le problème, c'est que si tu fais une appli qui n'est pas pensée à destination des gens, parce que tu as décidé de faire une appli, sauf qu'ils n'ont pas le réseau pour la télécharger dans leur téléphone, et que tu fais ça à destination de gens qui sont déjà pas hyper connectés, ça les refragilise encore plus. Et ça, c'est un énorme paradoxe dans lequel on va aller un peu plus profondément. Vas-y, passe la slide. C'est l'électronisme que ça génère. Si tu te reposes sur du tout numérique, avec des publics qui ne savent pas utiliser le numérique, il y en a forcément que tu laisses sur le carreau. Alors, évidemment, numérique, c'est large. On a eu des stats pendant les confinements. Quand il s'agissait d'envoyer des messages entre potes, on était à 96-98% de personnes qui arrivaient à s'en sortir. Quand il s'est agi d'aller sur les plateformes pour faire des cours, ou d'aller faire des démarches pour demander des aides, parce qu'il y a quand même eu pas mal de trucs qui ont été mis en place pendant les confinements pour aider les gens qui étaient en galère, là, on retrouve nos fameux 35%. Et là-dedans, on a quand même 20% de personnes qui ne savent pas utiliser l'informatique. Alors c'est vrai que nous, on est ultra biaisés, parce qu'on est un peu tous ici des experts du web. Ça nous semble improbable. Ouais, à peu près, mais enfin, nous, on ne sait pas lancer un PowerPoint, mais sinon, ça va. On a 15% de gens encore en France qui n'ont pas Internet à domicile. C'est vachement dur à se représenter. Enfin, moi, je trouve ça vachement dur. On a 11%, les fameux qui n'ont pas acheté le nouvel iPhone pour pouvoir continuer à faire leurs trucs, qui ont des équipements qui sont obsolètes. Ils ont peut-être encore un iPhone 4S tout dégueulasse, qui plante et qui ne veut pas marcher, parce qu'ils ne peuvent plus faire de mise à jour. On a 8% qui n'ont pas du tout accès à Internet, et 7% qui n'ont pas du tout d'équipement. Et ça, c'est un gros paradoxe, parce que ces gens-là sont statistiquement plutôt des personnes âgées, on retrouve ces personnes-là, des personnes peu diplômées ou des personnes assez jeunes. Et malheureusement, il se trouve que c'est ces gens-là qui ont le plus besoin de faire des démarches, qui ont le plus besoin des aides sociales, par exemple. Vas-y, tu peux avancer du coup. C'est ces personnes-là qui sont les plus fragiles, qui ont le plus besoin du numérique, qu'on laisse le plus sur le carreau. Et là, il y a un truc qui ne va pas. Là, il y a un truc qui bloque. Enfin, moi, je suis cadre sup, je gagne plutôt bien ma vie. Le site de la CAF, ça fait 10 ans que je ne l'ai pas utilisé. Je suis hyper contente de ne pas avoir besoin d'utiliser le site de la CAF. Mais il y a encore des gens qui ont besoin du site de la CAF. Il y a encore des gens qui ont besoin de faire ce genre de démarche. Alors, pourquoi on en est là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Du coup, on a demandé à notre ami le chat pourquoi. Alors, on a des hypothèses. Moi, je suis ouverte pour si vous en avez d'autres à nous donner. Mais on a déjà un gros problème de manque de formation. Parce que le problème de formation, c'est pas que nos grands-parents. Bien savoir. Notamment chez les jeunes. Globalement, utiliser un fil TikTok ou quelque chose, globalement, les jeunes, quand on parle de jeunes, donc c'est 16-24 ans, ils y arrivent. Par contre, il y a 4 grandes compétences numériques à avoir qui ont été répertoriées, que vous pouvez du coup apprendre, dans lesquelles vous allez avoir la recherche d'une information, la capacité à résoudre un problème, l'usage de logiciels, notamment bureautiques, et enfin, j'ai oublié le 4e. Les démarches administratives. Communiquer, tout simplement. Communiquer. Et sur ces 4 grandes thématiques, vous allez avoir un jeune sur 5 qui n'y arrivent pas, qui ne savent pas le faire. C'est énorme, une personne sur 5, statistiquement. Ça fait 2 personnes sur 10, ça fait 20%. 20% des jeunes, ce qui est énorme. Et où ça va poser des soucis, c'est que, par exemple, là, vous avez un exemple, un témoignage qu'on a ressorti d'un article du Monde. Mediapart et Le Monde ont fait énormément de travail de recherche là-dessus. C'est hyper intéressant. On a listé tous les liens, toutes les sources à la fin. Qui témoignait, je suis restée 6 mois sans allocation, comme je ne comprenais pas le site de la CAF. Ce que ça veut dire de rester, quand on est étudiant, 6 mois sans les allocations, donc sans sous, c'est que potentiellement, pendant 6 mois, on ne mange pas. Donc la fracture numérique crée une vraie fracture sociale. Autre chose, alors là on parlait des utilisateurs, des usagers du numérique, des citoyens finalement. On a aussi un problème de formation côté professionnel du numérique. Alors on a l'exemple de l'accessibilité parce que c'est quelque chose qui est assez bien documenté, assez chiffré à quel point on est mauvais. Mais il y a un problème, c'est qu'aujourd'hui 62%, donc ça c'est une étude qui date de 2020,
62% des développeurs déclarent ne pas connaître la réglementation française en matière de RG2A, donc c'est le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Voilà, qui est obligatoire d'être compliant de ça. Depuis 2005, donc. On revient à la définition du début. 49% des personnes interrogées connaissent peu le cadre légal, donc ne savent pas que c'est obligatoire. Et surtout, moi, ce qui me fait un peu froid dans le dos, 34% ne le connaissent pas du tout, donc ne savent même pas ce que c'est accessibilité. On parle des développeurs, les designers, c'est pas mieux. Hein. C'est pas enseigné, on donne des cours en école et ils connaissent pas. Donc on a vraiment un problème de formation des deux côtés. Autre problématique, alors ça c'est quelque chose qu'on a ressorti d'un article qu'on a lu il n'y a pas très très longtemps, qui disait qu'entre 2014 et 2018, chez Amazon, il n'y a presque pas eu de femmes recrutées à des postes prestigieux de type développeur. Du coup, il n'y avait pas de développeuses, à des types de management et compagnie. Et pourquoi ? C'est ça. C'est que en fait, le recrutement, enfin le premier tri de CV, était fait par une IA pas très intelligente, qui se basait sur les profils déjà existants. Et comme il y avait très peu de diversité dans les profils, par définition, quand on n'était pas un homme, on était rejeté par défaut. Ils ont mis quand même 4 ans à s'en rendre compte pour faire évoluer. Alors, on ne dit pas qu'il y a un mec chez Amazon qui a dit « Tu ne recruteras pas les femmes parce qu'on est bien entre saucisses ». Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il n'y a pas une exclusion volontaire des femmes, parce que c'est ça, je relis ça avec un talk de ce matin qui disait qu'il y avait 30% de femmes, 13% de femmes dans la tech, c'est quand même pas beaucoup. C'est pas une exclusion volontaire. C'est juste que les IA sont pas correctement formées. Si le jeu de données de départ est erroné, si le jeu de données de départ représente dans la tech uniquement des personnes blanches de sexe de genre masculin, et bah, du coup, automatiquement, l'IA va reproduire ça et se dire, de toute façon, il n'y a peut-être même pas de... Enfin, c'est ce que disait la conférence juste avant. L'IA, elle ne va pas se dire, quand elle a un jeu de données avec que des hommes, elle va pas se dire, hey, il n'existe pas un autre genre. Bah non, tu lui as donné que des hommes, elle te fait, bon, bah on y va, vas-y, roule. Ça va pas beaucoup plus loin, en fait. Et justement, l'IA va reproduire nos biais humains et les décupler parce que, justement, grâce à sa grande puissance. Et des biais, on en a une palanquée. Et quand on parle de biais cognitifs, on parle de quoi ? Alors en fait, un biais cognitif, c'est un raccourcissement de la pensée pour prendre des décisions. Et c'est basé sur des décennies, des millénaires d'éducation, d'expérience de notre subconscient. Le premier biais, on va vous parler de 2 biais, c'est le biais de complaisance. Oui. Mes biais cognitifs, mais moi je les connais, je ne me fais pas avoir. Ça passe. Moi je suis au-dessus de ça, je ne me fais pas avoir. Ou en tant que designer, non, l'accessibilité, non mais c'est bon, j'ai fait les contrastes. C'est se juger soi-même au-dessus et insensible à une certaine forme de pensée. Je me sens au-dessus de la mêlée. Notre deuxième biais préféré. Qu'on aime beaucoup. Parce que des biais, il y en a des milliers. Si vous tapez sur Wikipédia, il y a une roue avec tous les biais cognitifs dont on est perclus. Un autre biais qu'on aime beaucoup, c'est le biais de projection mélangé avec le biais de faux consensus. On est tous des experts de nous-mêmes individuellement. L'erreur qu'on a tendance à faire, c'est de penser que tout le monde pense comme nous. Et qu'on fait partie d'une majorité silencieuse et qu'on est tous d'accord ensemble. Qui est renforcée, évidemment, si en plus on n'est qu'avec des potes ou avec des gens avec qui on est déjà d'accord. Et donc on va être assez surpris et éventuellement assez désagréable avec les gens qui ne vont pas comprendre ce qu'on fait. Donc étant des experts du web, on a tendance à produire des choses qui sont pensées pour des experts du web. Et quand on a Jean-Jacques perché sur sa vache, toujours avec son téléphone depuis tout à l'heure, on se dit, bah mais il pourrait faire un effort quand même, enfin, ou je sais pas, avoir un meilleur opérateur. Alors que non, justement, l'idée c'est de rétro-pédaler, de se dire comment nous, experts du web, on peut se mettre à la place de Jean-Jacques, perché sur sa vache. Voilà. Anecdote, hier je suis montée de Montpellier avec ma maman, on est sous la neige pendant 4 heures, c'était formidable. Ma mère ne sait pas conduire avec un GPS. Moi ça me paraît totalement aberrant, mais elle n'arrive pas en fait à dire le GPS, à le programmer, etc. Elle n'en est pas capable, donc j'ai fait moi tout le trajet, à peu près 7 heures, à faire la voix off du GPS. Mais moi, c'est quelque chose qui me paraît aberrant. Mais en fait, c'est quelque chose qu'elle ne sait pas faire. Et attention, les biais cognitifs, c'est utile. C'est super important. Sans ça, en fait, la moindre décision nous demanderait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'énergie. On ne serait même pas capable de sortir de notre lit. Dans un monde avec des dinosaures, on ne penserait pas à courir sans... On serait mangé par le dino. Moi, j'ai toujours ça.
Les biais cognitifs ils sont vraiment utiles. On n'est pas en train de dire là aujourd'hui qu'il faut tous devenir des êtres rationnels de pensée parfaitement logiques avec rien. Non. Ça nous permet de penser plus vite. Ça nous rend plus créatifs, plus résilients, plus rigolos aussi, des fois, quand on fait des petits errements de pensée un petit peu biaisés. Ce qu'on dit juste, c'est juste de faire un tout petit pas de côté et de se dire « Attends, je suis en train de partir, genre là, pouf, je prends une décision très vite. Est-ce qu'il n'y a pas un angle mort quelque part que j'ai dans ma pensée? Ou est-ce que j'ai pas pensé un peu trop vite ?» Quand on conçoit, hein, parce que par contre, pour ouvrir une porte, c'est bon, vous pouvez y aller. Et du coup, en fait, la troisième chose qu'on s'est posé la question, c'est comment on peut changer, déjà nous, en tant que professionnels du numérique, comment faire aussi changer les choses. Oui, parce que déprimer, ça va bien 5 minutes. Hein. Moi, ce que j'aime bien, c'est citer des proches. Je ne sais plus qui citait des proches dans une autre conf. La seule certitude que j'ai, c'est d'être dans le doute. D'essayer de cultiver un doute sain. Alors, on ne dit pas qu'il faut se mettre en PLS sous la table en mode « je ne sais plus rien, ça va pas ». Non, voilà, on ne va pas demander ça. Mais par contre, d'aller, encore une fois, faire un petit pas de côté sur notre fonctionnement de pensée. En tant que designer d'expérience utilisateur, on a souvent l'habitude de se dire « pour qui est-ce qu'on conçoit ?» Et bien là, encore une fois, petit pas de côté, qui est-ce qu'on oublie? Qui est-ce qu'on oublie dans notre conception? Et ça, c'est des réflexes qui sont assez difficiles à prendre parce que c'est vachement difficile de se rappeler d'un truc qu'on ne sait pas qu'on a oublié. Je sais pas si vous... Ouais, c'est bon, je la refais pas, c'est bon? Et justement, c'est une petite gymnastique mentale à faire, de se dire, qui est-ce que j'oublie? C'est quoi l'implication de ce que je suis en train de dev? Est-ce que le numérique, c'est la meilleure solution? Parce que ce n'est pas toujours le cas. Est-ce que je vais parler à une population à risque, à une population qui est fragile? Et si oui, comment je vais adresser? Est-ce que je dois adapter mon produit à cette population? Et en général, en adaptant à une population en situation contrainte, finalement, on simplifie la vie de tous les autres gens. C'est quoi l'impact de mon produit? Et n'hésitez pas, si vous le pouvez, justement, à accompagner les designers qui vont sur le terrain, qui vont parler à des vrais gens de la vraie vie, qui font des vraies choses. Parce que c'est toujours surprenant et c'est toujours hyper enrichissant. Ça permet justement de faire ce pas de côté, de se mettre à la place des gens, parce que c'est vraiment pas évident. N'hésitez pas vraiment, c'est surprenant, c'est enrichissant et ça permet vraiment de tweaker un petit peu son mode de pensée. Et alors concrètement, des outils. Alors ce qui est vachement bien par contre, c'est que tout ce qui est lié à l'inclusion, à l'accessibilité, etc., c'est des choses qui sont quand même assez bien documentées et on a pléthore d'outils. Donc on va faire un petit, ce qu'on voulait aussi vous donner des choses avec lesquelles repartir pour lundi ou demain. Et après, que vous puissiez partager vraiment des outils pour votre quotidien. Et vous pouvez aussi, en tant que développeur, les utiliser. Donc moi, la première chose qu'on va vous demander, alors ça, c'est, on disait tout à l'heure, on parlait d'alternatives sexuelles. Aujourd'hui, vous êtes nombreux à avoir pris des photos, notamment à avoir publié sur Twitter ou autres réseaux sociaux. Pensez à faire une alternative, une description de votre image, quelque chose de factuel. Si quelqu'un ne voit, par exemple, est malvoyant ou aveugle, ou alors qu'il y a une mauvaise connexion, on a l'information. Donc là, c'est chat noir aux yeux bleus assis sur une table. C'est Pixel. J'ai pas dit que Pixel était assis sur une table parce que oui, Pixel, ça parle pas à quelqu'un. Si vous avez peur de l'oublier, comme le monde est à peu près de temps en temps bien fait, sur Twitter, dans les paramètres, vous pouvez recevoir à chaque fois une petite alerte si vous n'avez pas rempli votre description. Il pensera pour vous. Il est gentil. Deuxième outil qu'on va vous présenter, c'est le Microsoft Design Toolkit. Donc, c'est une série de petites cartes de situations de handicap, que ce soit permanent, temporaire, que vous pouvez utiliser. En fait, quand vous faites votre projet, vous en piochez une. Est-ce que cette personne, par exemple, qui a le bras dans le plat, qui porte un chat dans son bras ou un bébé, est capable d'utiliser l'application avec une seule main? Est-ce que cette personne qui est malvoyante arrive à utiliser, pareil, à accéder à l'information? Est-ce que cette personne qui va courir sous la pluie va être capable, par exemple, de s'orienter avec son téléphone? Donc, vous avez plein de choses. C'est vraiment pour vous poser des questions. C'est vraiment des petits pense-bêtes. C'est hyper riche. Vous avez toute la documentation à côté. C'est hyper intéressant. Puis moi, je trouve que j'aime bien, je trouve ça joli. Ça vous permet de concevoir avec des contraintes supplémentaires parce qu'effectivement, on a tendance à être devant nos ordis dans un bureau, pas sous la pluie, parce que c'est quand même vachement plus confort pour bosser. Sauf que les gens ne vont pas forcément utiliser nos produits à l'abri, machin. Il y a des gens qui vont courir après leur train à Osaka sans rien comprendre, avec un téléphone dans la main, une valise dans l'autre. C'est une situation contrainte parce qu'on est en situation de handicap cognitif à regarder partout en mode je ne sais pas ce qui se passe, avec une seule main pour utiliser le téléphone et une autre main qui est prise. Handicap situationnel, temporaire. On parlait de handicap,
on vous recommande fortement le site des guidelines d'accessibilité d'Orange, et notamment des personas en situation contrainte. Parce que, en général, on se dit, mais moi, je ne connais pas forcément de gens qui sont en situation de handicap. Où est-ce que je pourrais aller essayer de me projeter dans ce que ça peut être le quotidien d'une personne en situation contrainte? Là, vous en avez 5, ils sont en train d'en bosser davantage, justement. Une personne en situation contrainte, ça peut être quelqu'un qui a fait du violon pendant des années et qui est devenu sourd d'une oreille, parce que le violon. Ou quelqu'un qui a des troubles musculo-squelettiques ou de l'arthrose et qui va avoir des douleurs dans les mains pour utiliser un produit. Ou qui va être dyslexique. Et tout ça, c'est hyper bien documenté sur leur site. On vous recommande d'aller y jeter un œil. Un autre truc aussi, qu'on aime beaucoup, parce que ça, c'est un pense-bête à se coller dans son bureau, on peut l'imprimer. Ça existe en anglais, en français et dans plein d'autres langues. C'est les posters pour l'accessibilité de GovUK. Ils sont hyper chouettes. Vous avez ces six handicaps, et je crois qu'ils bossent sur d'autres aussi. Donc, comment est-ce qu'on conçoit bien pour des gens qui sont autistes? Donc, on va avoir parfois des troubles cognitifs. Comment est-ce qu'on conçoit pour que ça marche avec un lecteur d'écran? Donc, tabulation, faire les liens bien, etc. Comment est-ce qu'on conçoit pour des gens qui sont malvoyants? Et malvoyants, ça peut couvrir tout un spectre, hein, parce que là, je pense que je vous demande tous d'enlever vos lunettes, vous allez galérer. Hein. Situation de handicap temporaire. Des personnes qui vont avoir des handicaps physiques, qui vont avoir du mal à utiliser nos produits numériques. Des personnes qui sont malentendantes, autites, personnes, je sais pas, sorties du Hellfest, voilà. Ou des utilisateurs dyslexiques. Parce que c'est vraiment, il y a plein de dyslexies différentes, et il faut essayer de simplifier les contenus. Et quand on parle de simplification, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce truc-là, #trauma collectif. C'était l'attestation de déplacement dérogatoire avec le texte machin blablabla qu'il fallait recopier, c'était chiant juste pour aller sortir acheter des carottes. Vous saviez qu'il existait une version plus simple? C'est l'attestation de déplacement pour les personnes en situation de handicap cognitif. Elle était disponible sur le site du gouvernement, c'était synthétisé à l'extrême. Et c'était extrêmement simple, du coup. Alors pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas tous su, je ne sais pas. Mais, encore une fois, ça existait. Et là, le gouvernement met en place des choses, justement, pour les publics qui sont en situation contrainte. C'est écrit en FALC, français facile à lire et à comprendre. Simplification de l'utilisation des mots à l'extrême. Utilisation de mots simples et compréhensibles. Éventuellement des pictos pour les gens qui ont du mal à lire. Et avec des mots extrêmement simples. Tu dois faire ça, une phrase, une idée. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça simplifie vraiment la vie des gens. Moi, j'aurais vraiment préféré avoir cette attestation pour sortir, sauf que j'avais pas de situation de handicap qui justifiait de l'utiliser. Et ça, c'est une super bonne pratique sur les internets. Simplifier le contenu pour permettre aux gens d'aller directement à l'essentiel, directement à ce qu'ils ont envie de faire. Et je vous disais tout à l'heure que ça, c'est bien fait. Il y a plein de ressources. Donc, on a commencé à en lister certaines sur un repo. Vous êtes les bienvenus. Si vous voulez en rajouter, au contraire, on est vraiment preneuse de ça. Donc, en faire un petit... Alors, vous avez vraiment des choses qui sont sur plein de sujets, et notamment l'accessibilité. Vous allez voir, on en parlait tout à l'heure de référentiel d'état d'amélioration général d'amélioration de l'accessibilité. Ça peut être un peu compliqué à lire, j'avoue. Mais c'est hyper intéressant. Moi, je veux juste aller regarder. C'est hyper intéressant. C'est une obligation légale, l'accessibilité. Il ne faut pas l'oublier. De manière, ce que vous allez retrouver également, c'est les checklists qualité web d'Opquest. Est-ce que vous connaissez Opquest? Oui. Ouais, bravo. C'est vraiment bien. Alors, ça ne concerne pas que l'accessibilité. En fait, c'est tout ce qui est lié à la qualité web, aussi aux données, à l'inclusion. C'est vraiment bien et c'est très bien. C'est très bien fait parce que c'est très factuel. C'est écrit en FALC, hein, je pense. C'est très simple. C'est une idée, une phrase. Alors, vous en allez avoir plein. Il y a les notices Access Web aussi, je vous conseille d'y aller, qui fait un bon pont. C'est un peu plus digeste à lire que le référentiel. Moi, j'adore, j'y passe mes journées. C'est vraiment des super guides. En fait, vous avez vraiment pléthore, c'est hyper bien documenté. Il y a beaucoup de gens qui font un vrai travail de rassembler plein de choses. Donc, c'est vraiment bien. Et moi, je vous conseille. Et surtout, si vous en avez d'autres à nous donner, on est vraiment preneuse de ça, n'hésitez pas. Et les meilleurs outils, ceux qu'on préfère, c'est vous, en fait. Vous êtes là aujourd'hui, on est hyper contente que vous soyez là pour écouter notre talk et pour entrer un petit peu, mettre un premier pied dans l'accessibilité. Le but de sortir de cette conf, c'est pas de devenir un super saiyan de l'accessibilité ou de l'inclusivité, mais juste commencer à y réfléchir et vous dire, bah ouais, je vais en parler autour de moi. Il y a peut-être des gens dans ma boîte qui s'intéressent au sujet. Il y a peut-être mes profs à qui je pourrais dire, et du coup, le RG2A, non, bon. On est vraiment extrêmement contente que vous soyez là. On vous remercie d'avoir fait cette démarche, d'être resté à la keynote plutôt que d'aller boire l'apéro en avance. Et vraiment, merci et bravo à vous tous d'être là aujourd'hui.
Et merci à Tourentech aussi de nous avoir proposé de faire la keynote. Voilà. Et donc, on a toutes les personnes qui nous ont aidés à préparer, nos collègues essentiellement. Et si on a du temps pour des questions, on est preneuse. Et après, sinon, on sera là ce soir et demain. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Ou est-ce qu'on va tous boire un coup? Et toutes. J'aurais pas dû proposer l'alternative. Vas-y. Alors, du coup, je répète la question pour le micro. C'est la question, pourquoi est-ce que l'attestation qui était en FALC, l'attestation de déplacement dérogatoire simplifiée, elle n'était pas pour tout le monde? C'est une très bonne question. Je n'ai pas la réponse, mais je pourrais la poser à des mecs du service du gouvernement, parce que c'est vraiment une très très bonne question. Je pense qu'aujourd'hui, il y a encore cette... c'est une hypothèse, hein, mais cette idée reçue que si on écrit simplement, c'est un peu pour les débiles. Ce qui est une idée qui est préconçue, qui est extrêmement mauvaise, en fait. Et qu'il y a peut-être cette négociation à faire, notamment au sein des administrations, en mode, si on n'écrit pas tout, le décret, la machin, du coup, on va pas être dans les clous, il va nous tomber le ciel sur la tête, je sais pas, quelque chose. Et c'est extrêmement encore, parce que j'ai bossé pas mal dans le public, c'est encore extrêmement difficile d'acculturer des gens qui viennent du légal, qui viennent vraiment de l'administratif pur et dur, d'essayer de leur faire switcher le truc en mode on peut pas faire plus simple parce que là ça va pas. C'est un accompagnement à faire en fait parce que c'est des gens qui ne sont pas des professionnels du web, qui font avec la meilleure volonté du monde et en général pas assez de moyens, sauf qu'ils n'ont pas été éduqués à écrire simplement. On sort de fac, notre but c'est d'écrire des thèses et des mémoires. On part de là en fait. Culturellement ça vient de là en fait. Ton but c'est d'en tartiner le plus possible parce que si tu fais pas assez t'es pénalisé. Donc c'est quelque chose qui ensuite se reporte à plein d'échelons professionnels. Moi, c'est mon hypothèse. Est-ce qu'on a d'autres questions? Vas-y. Alors, je répète la question du coup pour l'enregistrement. Désolée. Est-ce qu'il y a un référentiel qui décrit les noms de famille, c'est ça, qui décrit ce que doit être une personne légalement? Alors, quelque part dans cette liste de liens, vous avez une chose qui dit la liste des choses qu'il ne faut pas faire en tant que validateur de formulaire. Ne mettez jamais de validateur de formulaire quand vous demandez par exemple un prénom et un nom. C'est toujours une mauvaise idée. Ça n'ira pas. C'est la première chose. Deuxième chose, car il n'y a pas de référentiel aujourd'hui dessus. C'est une discussion d'ailleurs que j'ai eue il y a 2 semaines au boulot là-dessus, en échange. Et en fait, on en est arrivé à la conclusion que même s'il n'y a pas de référentiel, on n'a pas d'outils. Il y a quand même beaucoup de documentation. Et l'intérêt généralement d'un référentiel, c'est de donner aussi un cadre. L'avantage de l'inclusion, c'est qu'on est dans le cadre de la discrimination. Donc ça, c'est très bien documenté. Aujourd'hui, il y a 2 référentiels qui existent et ce serait bien qu'il y ait aussi un référentiel de l'inclusivité. Il y a donc le RG2A, donc référentiel général de l'accessibilité, blablabla. Donc pour ce qui est accessibilité, et ça va devenir le RGESN, référentiel d'éco-conception des services numériques général des je sais pas, il y a plein de lettres, ça me saoule. Référentiel des services numériques pour les éco-concevoirs. Il y a une loi qui est sortie l'année dernière, qui est un peu passée à la trappe parce qu'on était tous enfermés chez nous. Mais ça va venir dans les entreprises, ça va arriver. En 2024, ce truc devient un vrai référentiel. Bon, si c'est comme la loi sur l'accessibilité, on a encore 20 ans avant que ça nous pète à la gueule. Mais quand même, c'est un référentiel qu'il est bon de connaître. Il y a maintenant justement des consignes pour éco-concevoir, mieux concevoir, faire des sites moins énergivores qui vont charger plus vite et bouffer moins cher en serveur. Vas-y. Oui. Alors, du coup, je répète la question. Est-ce qu'il y a du coup des obligations et des pressions légales pour faire les choses bien? Si je reformule ta question. Voilà. Alors, d'un point de vue accessibilité, la loi est depuis 2005 sur l'accessibilité numérique. Les choses commencent petit bout par petit bout, un tout petit peu à bouger parce que les usagers commencent à s'organiser et il y a des plaintes à tomber.
c'est très long, on rame. Puis le problème de ça, c'est que même s'il y a une condamnation, après, il faut résoudre le problème. Donc, c'est un peu le... Moi, ça me déprime. En gros, il y a deux leviers d'action. Il y a effectivement les initiatives citoyennes, comme celle de l'association Stop Homophobie qui avait porté plainte contre la SNCF. Et il y a les initiatives légales, en fait. Les obligations à l'accessibilité numérique, ça commence à vraiment être pris au sérieux par l'État. Aujourd'hui, il y a quand même des obligations légales pour les nouveaux sites qui sortent ou pour les sites qui sont en refonte. Alors, il faut que le temps que le message infuse dans toutes les couches des administrations. Normalement, on n'a pas le droit de sortir un site qui est à moins de 75% d'accessibilité. Donc déjà, il faut faire un audit pour sortir un site. Quand on est un organisme d'État. Pour le privé, ça va, à mon avis, la calotte, elle va tomber à un moment. Ça va tomber aussi pour ce qui est éco-conception. Donc, on commence à avoir justement des sanctions, des amendes. Alors, j'ai pas les chiffres exacts, mais il n'y a pas longtemps, je suis tombée sur un truc en mode une boîte qui a pris 40 000 € d'amende, pam, parce que c'était pas accessible. On a des sanctions qui tombent de plus en plus pour le RGPD, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais ça fait partie du numérique responsable, de ne pas violer les données des usagers. Ça commence à tomber, et là, pour le coup, le RGPD, la CNIL resserre la vis. Donc là, tout le monde commence un petit peu à s'affoler. Et on a aussi un autre levier, qui est tout simplement combien de ton chiffre d'affaires tu es prêt à perdre si tu ne rends pas ton site accessible à tout le monde. On a dit 40% de personnes en situation de handicap, 40% d'utilisateurs en moins. Voilà. Et où aussi on va avoir, du coup, on a le problème toujours, c'est le problème de formation des professionnels du numérique, c'est qu'on n'est pas formé, que ça soit, on n'est pas spécialement au courant, donc c'est aussi là-dessus qu'on a aussi un gros travail à faire de notre côté. Je pense qu'on est pas mal dans la pièce à donner des cours à côté à des étudiants, par exemple, et au moins leur dire que ça existe, c'est déjà un premier pas. Il y a vraiment un vrai problème de formation, et par exemple, le HTML, c'est cool, il faut faire du HTML, c'est pas un gros mot. Il faut faire attention, l'accessibilité, c'est pas que des contrastes, c'est plein de choses. Pensez à décrire, en fait, on peut faire plein de choses, et pas des choses qui demandent des énormes efforts. Le plus compliqué, c'est de se rendre compte qu'on le fait pas, apprendre à le faire, puis après, ça devient un automatisme. Mais il y a vraiment ce pas à faire... juste la sanction ne suffit pas si de l'autre côté, nous, on fait pas la démarche également. Voilà. On boit un coup ?